Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc aujourd'hui, on va commencer le troisième chapitre sur les applications linéaires. On commence par la définition d'une application linéaire. C'est on a F une application d'un espace E vers un espace F. Pour dire que c'est une application linéaire, d'abord l'espace de départ E et l'espace d'arrivée F doivent être des espaces vectoriels sur un corps K, sur le même corps qu'on a noté ici K. Vous voyez? Et pour que petit f soit une application linéaire, il doit vérifier deux propriétés. La première propriété, elle est stable par l'addition, c'est-à-dire chaque fois que je prends deux vecteurs de E, que j'ai nommé ici x, y, alors f de x plus y égale à f de x plus f de y. La deuxième propriété, elle est stable par la multiplication par un scalaire. Attention ici, c'est différent de la multiplication dans le cas des anneaux. Ici, on a lambda, c'est un scalaire, c'est-à-dire c'est une valeur de k, du corps k, et x, c'est un vecteur. F de lambda x égale à lambda f de x, c'est-à-dire je peux faire entrer et sortir lambda sans aucun problème avec lambda, un scalaire, ou bien une valeur de k. L'ensemble de toutes les applications linéaires de E vers F, on le note LKEF, ou bien tout simplement LES, et on travaille avec le même corps K, donc il n'y a pas de confusion. Donc, en général, pour montrer que c'est une application K linéaire, on peut rassembler les deux propriétés de la définition et montrer que pour tout vecteur x, y de E, et pour tout lambda, scalaire lambda de K, f de x plus lambda y égale à f de x plus lambda f de y. Donc, au lieu de montrer chaque propriété à part, on montre les deux propriétés ensemble. Si on a eu une application K linéaire d'un espace vectoriel E vers un espace vectoriel F, et on a H un sous-espace vectoriel E, on a aussi la notation UH, ce qu'on appelle la restriction de U sur H. Donc, la restriction de I sur H n'est autre qu'une application K linéaire, mais cette fois-ci définie de H vers F. Avec UH de X, c'est exactement U de X. C'est-à-dire la seule différence entre U ici et le U, la restriction de U sur H, c'est que dans U, l'espace de départ c'est E, et dans UH, on a pris la restriction sur H, c'est-à-dire l'espace de départ c'est H, c'est le sous-espace vectoriel H. Vous avez déjà vu pour les homomorphismes d'anneaux la définition d'un isomorphisme, d'un endomorphisme, d'un automorphisme, donc la même chose, on va les revoir. Les mêmes définitions, presque les mêmes définitions pour les espaces vectoriels. On appelle un isomorphisme de E vers K tout simplement une application linéaire qui est bijective. Et on sait qu'une application bijective, c'est-à-dire elle est injective et surjective. Et dans ce cas, on le note par isom KEF, c'est-à-dire l'ensemble des homomorphismes de E vers F sur le corps K. Les endomorphismes de E. Donc, dans le cas particulier où l'espace de départ, c'est exactement l'espace d'arrivée, on l'appelle un endomorphisme. L'ensemble de tous les endomorphismes, on le note par end KE, c'est-à-dire l'ensemble des endomorphismes ou bien l'ensemble des applications linéaires de E vers E. C'est juste un cas particulier dans l'ensemble des applications linéaires. L'automorphisme, un automorphisme, c'est une application linéaire bijective, mais dans l'espace de départ, c'est exactement l'espace d'arrivée. C'est-à-dire, c'est un endomorphisme qui est aussi un endomorphisme qui est bijectif. On l'appelle un automorphisme. Et on le note KE. Je vais citer ici quelques applications linéaires très particulières. Je commence par l'homothétie. Donc, c'est quoi une homothétie? C'est une application linéaire d'un espace E vers lui-même, c'est un endomorphisme. Dans l'image de X, c'est lambda X, avec lambda un scalaire. On l'appelle homothétie de rapport K, puisqu'elle est définie par lambda. Donc, pour l'image de chaque vecteur X, c'est lambda fois X, c'est le vecteur lambda X. Donc, on l'appelle l'homothétie de rapport lambda. Il y a aussi la symétrie.
c'est l'application de R2 vers R2. Dans l'image de X, Y, c'est le couple Y, X. Ça aussi, c'est une application linéaire. Donc, c'est des petits exercices. Vous pouvez vérifier facilement que ce sont des applications linéaires. Il y a aussi la dérivée, l'application dérivée ou bien la dérivation de l'ensemble des polynômes vers l'ensemble des polynômes. Vous allez voir aussi en TD la dérivation de l'ensemble des applications linéaires infiniment dérivées vers l'ensemble des applications linéaires infiniment dérivées. Donc, ici, on travaille par l'ensemble des polynômes. Dans l'image d'un polynôme, c'est sa dérivée. Donc, ça aussi, on peut vérifier facilement que c'est une application linéaire. C'est un endomorphisme. Pourquoi? Parce que l'espace de départ, c'est exactement l'espace d'arrivée. On a déjà vu la définition du quotient d'un espace vectoriel par un sous-espace vectoriel. Donc, on peut définir l'application de E vers E quotienté par F qui est X. On prend la classe de X dans E quotienté par F. Ça aussi, on peut montrer que c'est une application linéaire. C'est ce qu'on appelle l'application linéaire canonique. Et elle est surjective, donc on l'appelle la surjection canonique. Il est surjectif parce que chaque élément de E quotienté par F, on peut lui trouver un antécédent dans E. Ici, je prends X bar, donc c'est l'image de X. Donc voilà quelques propriétés d'une application linéaire. Je commence par le fait que l'image de 0, c'est toujours 0. Vous pouvez le montrer facilement. Ici, c'est pas quelque chose qu'on montre dans la définition. Vous avez vu dans les espaces vectoriels, on commence par montrer que le 0 appartient. Ici, non, c'est juste une propriété. C'est-à-dire, pour montrer que c'est une application linéaire, il suffit de montrer que f de x plus lambda y égale à f de x plus lambda f de y, quel que soit x et y. Ici, c'est une propriété. Donc, f de 0e égale à le 0 de f. Bien sûr, ici, c'est le 0 de l'espace d'arrivée. Ici, c'est le 0 de l'espace de départ. Si je prends un nombre fini de vecteurs V1 jusqu'à Vn, et les scalaires alpha 1 jusqu'à alpha n dans Kn, alors f de la somme des alpha i vi, c'est exactement la somme des alpha i f de vi. Ici, je peux déjà le résultat est vrai si j'ai deux vecteurs avec deux scalaires d'après la définition. Je peux le montrer pour un nombre fini par récurrence. Donc, le résultat est facile à montrer, mais on peut toujours l'utiliser. Si j'ai par exemple V1, V2, V3, alors f de alpha 1, V1 plus alpha 2, V2 plus alpha 3, V3, c'est alpha 1, f de V1 plus alpha 2, f de V2 plus alpha 3, f de V3. Ici, on parle aussi du composé d'une application linéaire par une autre application linéaire. Bien sûr, j'ai ici f de E vers f et G, f de f, et G de f vers G, c'est-à-dire l'espace d'arrivée ici, c'est exactement l'espace de départ pour G. Donc là, je peux parler du composé de G par f, G rond f, et je peux montrer facilement que c'est une application linéaire. Donc là, la démonstration, c'est facile. Regardez, G rond f de lambda x plus y, c'est G de lambda f de x plus f de y puisque f est linéaire. Et on a G aussi est une application linéaire, donc je peux considérer ça comme lambda fois y, donc c'est lambda G de f de x, et ça c'est G de f de y. Donc j'utilise ici le fait que G c'est une application linéaire, donc c'est exactement lambda G rond f de x plus G rond f de y, ce qui montre directement que G rond f est une application linéaire. Maintenant, dans la définition de deux notions très importantes, c'est la notion de l'image et de Kerr d'une application linéaire. Donc, si j'ai f, une application linéaire de E vers f sur le corps K, c'est quoi l'image de f? Qu'on note ici M de f, c'est tout simplement l'ensemble des vecteurs f qui s'écrit comme l'image d'un vecteur de E. Donc, c'est l'ensemble des y tel qu'il existe à x appartient à E, tel que f de x égale à y. Je peux écrire aussi c'est f de E. On l'écrit aussi, au lieu de dire im de f, on peut écrire aussi f de l'espace de départ E, c'est-à-dire c'est l'ensemble des f de x tel que x appartient à E. Donc, je peux utiliser les deux définitions, c'est la même chose. Donc, soit l'ensemble des y tel que
existe x appartient à e tel que f de x égale à y, soit tout simplement c'est l'ensemble des f de x avec x appartient à e. Le noyau maintenant qu'on note ker de f. Donc ker de f c'est l'ensemble des x appartenant dont l'image par f c'est 0. Ici c'est le 0 de quoi? C'est le 0 de f parce que c'est f de x qui est égal à 0. F de x est un élément de l'espace d'arrivée donc il est dans f. Donc f de x égale à 0 de f. Maintenant, on a f une application linéaire d'un cas espace vectoriel E vers un cas espace vectoriel F. Et H un sous-espace vectoriel de E. Donc, on cherche à montrer que f de H est toujours un sous-espace vectoriel aussi de F. Pour montrer ça, on a deux choses. D'abord, le 0. Donc, il n'est pas écrit ici, mais vous devez l'ajouter. On commence par montrer que f de 0 égale à le 0 de f appartient à f de h. Pourquoi le 0 de f appartient à f de h? Parce que 0 de f, c'est exactement f de 0 de e. Et le 0 de e appartient à h. Donc, il appartient à f de h. Ensuite, on va montrer qu'elle est stable par l'addition et la multiplication par un scalaire. C'est-à-dire, on va prendre x, y prime appartient à f de h, lambda appartient à k. Et on veut montrer que lambda y plus y prime appartient aussi à f de h. Donc, puisque x, y et y prime appartiennent à f de h, donc il existe x et x prime appartiennent à h, tel que y c'est f de x, y prime c'est f de x prime. D'accord? Donc combien égale à lambda y plus y prime? C'est lambda f de x plus f de x prime. Puisque f c'est une application linéaire, je peux faire entrer le lambda ici et je peux rassembler les deux. Donc c'est f de lambda x plus x prime. Puisque h c'est un sous-espace vectoriel, lambda x plus x prime appartient à h parce qu'on a x et x prime appartiennent à h. Donc lambda y plus y prime égale à f de lambda x plus x prime. Lambda x plus x prime appartient à h, donc f de lambda x plus x prime appartient à f de h, ce qui donne le résultat. Donc, dorénavant, si on a h un sous-espace vectoriel de E, l'image de ce sous-espace vectoriel par une application linéaire est aussi un sous-espace vectoriel, mais cette fois-ci de l'espace d'arrivée. Donc, comme corollaire, ou bien on peut retirer directement de ce résultat-là le fait que l'image de f est un sous-espace vectoriel de f. Pourquoi? Parce que l'image de f n'est autre que f de E. E, c'est un sous-espace vectoriel de lui-même. Donc, f de E, c'est un sous-espace vectoriel de f. Deuxième résultat, concernant l'image réciproque. Donc, on a f une application linéaire de E vers f, avec E et f des cas espace vectoriel. J'ai un sous-espace vectoriel maintenant de l'espace d'arrivée. Alors, f-1 de g est un sous-espace vectoriel de E. Vous connaissez tous que f-n de g n'est autre qu'une notation. Ce n'est pas, ici on n'a pas nécessairement f bijectif. Donc c'est quoi f-n de g? f-n de g tout simplement c'est l'ensemble des éléments x appartiennent à E tel que f de x appartient à g. Donc pour ça, ne confondez pas le fait que f est bijectif avec la notation f-1. Ici on n'a pas nécessairement f bijectif. Ça c'est juste une notation. C'est l'ensemble des éléments de E dont l'image par f appartient à g. Donc, si je prends x et x' appartient à f-1 de g et lambda appartient à k, je cherche à montrer que lambda x plus x' appartient à f-1 de g. X appartient à f-1 de g, ça veut dire f de x appartient à g. La même chose, f de x' appartient à g. G, c'est un sous-espace vectoriel, donc lambda f de x plus f de x' appartient à g. Lambda f de x plus f de x', je peux l'écrire, c'est f de lambda x plus x'. Pourquoi? Parce que f est linéaire. Donc, il appartient à g, ce qui montre que lambda x plus x' appartient à f-1 de g par définition de f-1 de g. Donc, en utilisant ce résultat, on peut déduire directement que ker de f est un sous-espace vectoriel. Pourquoi? Parce que le ker de f n'est autre que f-1 de 0 de f. Ça y est? Vous avez déjà vu que f, le ker de f, c'est l'ensemble de x tel que f de x égale à 0. Donc c'est f-1 de 0 de f.
Et puisque le 0 de f c'est un sous-espace vectoriel de f, alors f moins 1 de 0f est aussi un sous-espace vectoriel de e, ce qui donne le résultat. Donc soit e et f deux cas espace vectoriel et puis une application linéaire de e vers f. Alors f est injectif, c'est seulement si le quart de f est égal à 0. Ça, si on peut le montrer facilement, si f est injectif et on prend x appartient à un quart de f, ça veut dire f de x égale à 0, égale à f de 0. Ici, s'il vous plaît, même si je n'insiste pas sur les notations, mais normalement f de x c'est 0, 0 de f. Mais ici, f de 0, c'est 0 de e, c'est l'espace de départ. Vous voyez, il ne faut pas confondre les deux. Donc, puisque f est injectif, f de x égale à f de 0 implique x égale à 0. Vous voyez? Maintenant, la réciproque. Si on a quart de f égale à 0, on cherche à montrer que f est injectif. C'est-à-dire, je prends deux vecteurs x, y de e carré, ou bien de e, et tel que f de x égale à f de y, et je cherche à montrer que x égale à y. Donc, f de x égale à f de y implique que f de x moins f de y égale à 0. N'oubliez pas que ici on travaille avec des applications linéaires. Donc, on a f de x moins f de y, c'est exactement f de x moins y. Ça y est? Ça veut dire égal à 0. Donc, x moins y appartient à un quart de f. Le quart de f ici, c'est 0. Et c'est le 0 de quoi? C'est le 0 de e. Toujours, il faut faire attention. Est-ce que c'est des éléments de l'espace de départ ou bien des éléments de l'espace d'arrivée? Ça y est? Donc, ce qui implique que x moins y égale à 0, puisque le quart de f égale à 0, et par suite x égale à y, ce qui montre par conséquence que f est une application injective. Maintenant, on veut donner une structure de cas espace vectoriel à l'ensemble des applications linéaires de E vers F. On va définir une addition, c'est l'addition qu'on connaît déjà pour les applications, f plus g de x et f de x plus g de x. Et on va définir la multiplication par scalaire. Donc, c'est quoi alpha f? C'est l'application de E vers F, telle que l'image pour chaque élément x, c'est alpha fois f de x. C'est quoi cette multiplication ici? C'est la multiplication de f comme espace vectoriel. C'est la multiplication externe, puisque f ici, c'est un cas espace vectoriel. Et ici, f de x, c'est un élément de f. Alpha, c'est un scalaire de k. Donc ici, on a la multiplication externe dans k. Donc, on peut montrer que LEF, mené de cette addition et cette multiplication externe, est un cas espace vectoriel. Donc, la démonstration, vous pouvez la faire à titre d'exercice. Il n'y a pas grand-chose. Il suffit de bien écrire les choses. Donc, essayez de la refaire. C'est un très bon exercice pour faire la différence entre les 0 de E, les 0 de F, pour faire la différence entre la définition de l'addition dans l'ensemble des applications et l'addition dans l'espace vectoriel, ainsi de suite. Donc, essayez de la refaire. Donc, maintenant, on veut montrer le premier théorème des homomorphismes. Pour arriver à cela, on a cette proposition. On a F, une application ici linéaire de E vers F. E', un sous-espace vectoriel de E. Alors, on a l'équivalence entre ces deux propriétés-là. Le fait que E' inclut donc quart de F et l'existence d'une application linéaire unique, if bar de E quotient par E' vers F, tel que F, c'est exactement F bar en F. Ici, ce que vous voyez, c'est un théorème ou bien c'est un résultat qui ressemble au résultat que vous avez vu pour les homomorphismes d'annonce. Sauf que ici, on travaille avec des applications linéaires. On a le premier théorème pour les applications linéaires. Et avant, vous travaillez avec les homomorphismes d'annonce. Donc là, vous pouvez voir comment on a construit le F bar. C'est exactement l'application de E quotient par E' vers F qui a la classe, l'image de la classe de X, c'est exactement F de X. Donc F bar de X bar, c'est F de X. Ça y est. On montre que F bar est bien défini. Pourquoi on montre qu'elle est bien définie? Parce qu'on travaille avec des classes. Le représentant d'une classe n'est pas unique. C'est-à-dire ici F bar de X bar peut être égal à Y bar. Donc, je dois montrer que si X bar égale à Y bar, alors nécessairement F de X égale à F de Y. Sinon, ça ne va pas être une application bien définie. Ça y est. Donc voilà, on prend X bar ici égale à Y bar.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x moins y appartient à E'. C'est ça la définition d'une classe x bar égale à une classe y bar. De x moins y appartient à ker de f. Et puisqu'il appartient à ker de f, si je calcule f de x moins y, c'est 0. 0 de f, bien sûr. Donc, f de x égale à f de y, c'est ce que je cherche. Ça y est. On peut montrer qu'il est linéaire facilement. Donc, on utilise seulement le fait que f est une application linéaire. L'unicité vient de la construction de f bar. Donc, si on suppose qu'il existe une autre application g de e vers e' vers f, et qui vérifie cette propriété, on va trouver facilement que f bar égale à g. Ça y est. Ce qui est important pour moi, c'est appliquer ce résultat pour montrer le premier théorème des homomorphismes. Qu'est-ce qu'il dit, ce premier théorème des homomorphismes? Il dit que si f est une application linéaire de e vers f, ça y est, alors E quotienté par ker de f est isomorphe à l'image de f. Ça y est. E quotienté par ker de f est isomorphe à l'image de f. C'est analogue au premier théorème que vous avez vu pour les groupes ou bien pour les anneaux. Ça y est. Sauf que dans le cas des anneaux, des groupes, on travaille avec des applications, des homomorphismes de groupes. Dans les anneaux, on travaille avec des homomorphismes d'anneaux. Ici, dans les espaces vectoriels, on travaille avec des homomorphismes ou bien des applications linéaires. Ça y est. Donc, on va utiliser directement la proposition précédente pour montrer ce résultat-là. Le premier résultat qu'on peut déduire à partir du premier théorème des homomorphismes concerne les supplémentaires, parce qu'on a déjà vu dans le chapitre 2 que si on a un espace vectoriel et E1 un sous-espace vectoriel, je peux trouver un supplémentaire de E, au moins un supplémentaire. Maintenant, si je prends E1 et E2, deux sous-espaces vectoriels qui sont supplémentaires de E, ça y est. Alors, on peut montrer directement qu'en utilisant le premier théorème des homomorphismes, que E quotienté par E2 est isomorphe à E1. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si je trouve un autre supplémentaire de E1, je l'appelle E'2, qu'est-ce qu'on va trouver? Pardon, un autre supplémentaire de E2, je l'appelle E'1. Donc, on va trouver aussi E quotienté par E2 isomorphe à E'1. C'est-à-dire E1 isomorphe à E'1, ce qui montre que tous les supplémentaires d'un sous-espace vectoriel sont isomorphes. Donc, je peux trouver une infinité de supplémentaires pour un sous-espace vectoriel, mais tous ces supplémentaires sont isomorphes. Un est isomorphe à l'autre. D'accord. Comment on va montrer l'isomorphisme entre E quotienté par E2 et E1? On prend tout simplement l'application de E vers E1, qui a x l'image de x1. Avec c'est quoi x1? C'est la projection de x sur E1 parallèlement à E2. On a ici E égale à E1 plus E2. Avec la plus ici, c'est la somme directe, puisqu'ils sont supplémentaires. Donc, chaque fois que je prends x appartenant à 1, il existe x1 unique dans E1, x2 unique dans E2, tel que x égale à x1 plus x2. x1, on l'appelle la projection de x sur E parallèlement à E1. x2, on l'appelle la projection de x sur E2 parallèlement à E1. Ainsi de suite. Donc, si je prends l'application qui, dans l'image de x, on a x1, donc on peut montrer que c'est une application linéaire, qu'elle est bien définie. Pourquoi? Parce que l'existence ici est unique, qu'elle est linéaire, qu'elle est surjective. Pourquoi? Parce que chaque fois que j'ai un vecteur ici x1 de E, je peux trouver un antécédent, c'est lui-même, c'est x1 plus 0, donc c'est lui-même. Ça y est. Et le ker, c'est exactement l'ensemble des éléments qui appartient à E2. Donc, E quotienté par E2, isomorphe E quotienté par le ker, isomorphe à l'espace d'arrivée, puisqu'il est surjectif, donc isomorphe à E1. Et le ker, c'est exactement E2, ce qui donne le résultat.